Bon, allez, en place. Bon, et de quoi tu vas parler aujourd'hui? Des dinosaures? Ouais, je suis un peu dubitatif. Ouais, parce que d'après ce que j'ai compris, les hominines, t'en as un peu ras à la casquette. T'as besoin de faire un break. Eh oui, on en est déjà à 4 épisodes et c'est loin d'être terminé. Et du coup, aux origines de quoi alors? Ben, je sais pas vraiment encore. Hein. Tu sais quoi? Eh, quoi donc? Tu parles toujours de classification, des phylogénies, bref, de la systématique. Peut-être devrais-tu t'intéresser aux origines de la classification? C'est un sacré sujet, non? En vrai, c'est un bon plan, mais c'est un sujet qui risque d'être ardu et assez rébarbatif pour les auditeurs. C'est sûr, mais il va bien falloir y passer, non? Ouais, t'as pas tort. Allez, go pour la systématique. Alors bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux origines de la systématique animale, de la classification du vivant, et tenter de comprendre comment nous en sommes arrivés à la systématique que nous connaissons aujourd'hui. Mais avant toute chose, je voudrais remercier, je ne vous dis pas assez souvent, mais merci à vous tous de suivre mon travail, de soutenir cette chaîne. Et bien entendu, merci à tous les nouveaux abonnés, nous sommes presque 55 000. Qui l'eût cru il y a encore quelques années? Et si vous n'êtes pas encore abonné, franchissez le cap, abonnez-vous et aidez-moi à faire grandir Simplex Paléo. Un grand merci à vous tous. Alors, je suis vraiment désolé, mais dans un premier temps, je pense qu'il est nécessaire de bien différencier tous les termes liés à la classification. Systématique, taxonomie, phylogénie, taxon, clade, etc. Commençons avec la systématique, un terme que je n'ai jamais employé dans les épisodes. Il s'agit de la discipline qui étudie les relations entre les espèces, actuelles et fossiles. Comme le dit Valentin Rinaud, un spécialiste de la discipline, en biologie, la systématique est la discipline des classifications du vivant, c'est-à-dire les systèmes classificatoires. Les systèmes classificatoires indiquent quelles sont les relations entre les taxons. Les taxons étant des groupes d'animaux classés en fonction de leurs caractéristiques, leurs attributs, leurs caractères, les poils, les plumes, le sang chaud, le sang froid, etc. Alors notez toutefois que c'est complètement arbitraire. Je pourrais tout à fait créer un taxon d'animaux possédant un bec, par exemple, et qui inclurait aussi bien les oiseaux que les tortues, les pieuvres, ou que sais-je encore, les tricératops par exemple. Un des exemples les plus courants serait celui des poissons. C'est un groupe d'animaux ayant en commun d'être aquatiques, d'avoir des écailles, mais ils représentent à eux seuls 28 000 espèces. Alors bon, ça pourrait vraiment devenir très compliqué de les classer, très compliqué. Aussi, comme on va le voir, au fil du temps et des avancées scientifiques, les caractères de sélection vont s'affiner. Et finalement, les scientifiques systématiciens créeront une nomenclature, des règles pour nommer les taxons et attribueront des rangs aux taxons, espèces, genre, famille, ordre, etc. Et vous l'aurez compris, cette discipline se nomme la taxonomie. Eh, tu veux une petite anecdote? Ouais, vas-y. Eh bien, figure-toi que le terme taxonomie, largement utilisé en français, est un terme anglais. Parce que, en français, le terme exact est taxinomie. Mais ce qui est marrant, c'est que le terme taxonomie à la base, c'est un terme français. Oui. Créé en 1813 par le botaniste genevois Augustin Pyramus de Candolle, professeur de botanique à Montpellier. Le truc,
c'est que quelque temps après, un empêcheur de tourner en rond, un linguiste du nom de Émile Littré, qui a dit « Non, taxonomie, c'est étymologiquement incorrect. Le terme exact, c'est taxinomie. » Et du coup, c'est resté. Ah d'accord. Oui, mais entre-temps, les Anglish, à partir de 1828, ils ont adopté le terme taxonomie dans la langue anglaise. Et du coup, l'anglais étant devenu la langue scientifique mondiale, tout le monde parle de taxonomie, sauf les Français. Un comble. Ah ouais. Et attends, parce que le mot taxon, qui lui sera inventé près d'un siècle plus tard, en 1926, et mieux encore, figure-toi que le terme taxon entrera dans la botanique qu'en 1950, alors que c'est un botaniste qui a créé le terme taxonomie. Eh bien, tu en sais des choses, toi, hein? Tu veux pas prendre ma place, des fois? Non, tu es bien plus photogénique que moi. Et puis, moi, j'ai un accent qui est vraiment trop prononcé. Tous les cons de France et de Navarre, ils vont me tomber dessus. C'est pas faux. Les cons sont parmi nous, comme disait Frédéric Dard. Bref, quoi qu'il en soit, il ne faut pas confondre taxonomie avec phylogénie. Car si la taxonomie donne les règles pour ordonner les taxons, en fonction de leur rang, la phylogénie, elle, est le concept scientifique qui cherche à classer et reconstituer le cours historique de la descendance des êtres vivants. Concept que l'on illustre sous la forme d'un arbre phylogénétique, qui est ni plus ni moins que le schéma représentant les relations de parenté entre les taxons au cours du temps. Ça va, vous êtes encore là? Je vous ai pas trop pris la tête? Je vous ai pas perdu? Alors ça va, poursuivons. Vous inquiétez pas, les chapitres suivants seront un peu plus digestes. Allez, parce que c'est pas fini. Je vous montre mes jolis arbres phylogénétiques parcheminés avec tous les liens de parenté entre les taxons. Et pourtant, j'appelle souvent ces taxons des clades. Alors, quelle est la différence? Eh bien, dites-vous bien qu'un taxon est un clade. Mais pas l'inverse. Un clade est un groupe d'organismes vivants ou ayant vécu, comprenant un ancêtre en commun et tous ses descendants. Et en effet, un clade n'est pas nécessairement un taxon. Il n'a pas forcément de rang taxonomique. Alors qu'un taxon est un groupe d'animaux qui regroupe l'ensemble d'un groupe d'organismes de la même lignée, appartenant au même rang taxonomique. Par exemple, sur cette phylogénie des dinosaures, les ornithischiens sont un clade, mais aussi un taxon avec un rang taxonomique, puisqu'il s'agit là de l'ordre des ornithischiens. Il en va de même pour le groupe frère des saurischiens, l'ordre des saurischiens. Mais un groupe plus dérivé, comme les Maniraptora, est un taxon, certes, vu que c'est un groupe d'animaux, mais sans aucun rang taxonomique. C'est juste un clade. Du reste, sur la fiche Wikipédia, les Maniraptora n'ont pas de rang taxonomique et sont classés comme un simple clade. Un clade appartenant au taxon ayant pour rang taxonomique l'infraordre des Celurosauria. Et n'allez pas voir le Wikipédia anglais, chez eux il n'y a que des clades. Donc pour conclure ce chapitre assez compliqué, la taxonomie nomme et ordonne les taxons. La phylogénie classe les taxons et permet de créer les arbres phylogénétiques avec lesquels on visualise les relations de parenté. Bon allez, je vais m'arrêter là avant que vous me fuyiez, si ce n'est pas déjà fait. Sinon, eh bien abonnez-vous. Allez, entrons dans le vif du sujet et parlons un peu d'histoire. La plus ancienne trace évoquant la classification du vivant remonte au premier millénaire avant notre ère. C'est parmi une série de 24 tablettes d'argile gravées par des savants mésopotamiens que 3 d'entre elles, les 12, 14 et 15, sont consacrées à la faune et la 17e consacrée aux plantes. On y recense certains animaux domestiques, d'oiseaux et autres animaux terrestres. Rien de vraiment exhaustif, comme vous vous en doutez. Mais cela
témoigne quand même de l'intérêt que portaient les Babyloniens à classer ce qui composait leur univers. Ainsi, ils classèrent les formes juridiques, le nom des arbres, des fruits, des véhicules, des villes, pays, montagnes, rivières, bref, tout un tas de choses. Comme ici, sur cette tablette exposée au musée de Louvre, c'est la tablette numéro 16. Celle-ci est dédiée au calcul. Mais n'étant pas très doué en calcul ni en écriture cunéiforme, et ne maîtrisant pas vraiment les langues sumériennes ou akkadiennes, j'en resterai là. Rendons-nous plus à l'ouest, dans le monde occidental, et avançons de quelques centaines d'années au IVe siècle avant notre ère. Nous sommes désormais en pleine Antiquité. Et durant l'Antiquité, qui fut celui qui à la fois s'intéressait à la philosophie, à la physique, à la cosmologie, la biologie, et bien d'autres choses encore, qui fut le disciple de Platon, le précepteur d'Alexandre le Grand, et le premier à tenter de classifier le vivant. Vous l'avez? Bien sûr, Aristote. En effet, Aristote, avec l'aide de son élève Théophraste, départage le végétal de l'animal. Théophraste se concentre sur l'étude du règne végétal et Aristote sur celui du monde animal. Comme à son habitude, Aristote étant très prolifique, il publiera une trilogie de bouquins sur les animaux. Histoire des animaux, partie des animaux, génération des animaux. Non. Ça, c'est une réédition de 1619. Vous imaginez bien qu'à l'Antiquité, l'imprimante... Bref. Et ça, c'est l'édition 2025, version simplex. Toujours est-il que c'est donc en observant les animaux, leur morphologie, l'extérieur, et leur anatomie, l'intérieur, qu'il met en place ce que l'on pourrait qualifier de première classification. Outre les minéraux qu'il qualifie de matière inanimée et les végétaux qu'il différencie comme plantes inférieures et supérieures, entendez par là les gymnospermes et les angiospermes, Aristote définit deux grands groupes d'animaux. Ceux dépourvus de sang, dans lesquels il classe les zoophytes, les animaux plantes, les testacés, les xanthomes, les malacostracés et les mollusques. Bref, en quelque sorte, on peut reconnaître ici les invertébrés. Et le second groupe, ceux pourvus de sang, les vertébrés, à savoir les poissons, les quadrupèdes ovipares, les oiseaux, les cétacés, les quadrupèdes vivipares, et tout en haut le top, l'aboutissement, la perfection, les hommes. Oui, à cette époque, on considérait que les hommes étaient le summum de la perfection. Une idée qui va rester ancrée durant des siècles. Comme vous l'aurez sûrement remarqué, certains noms nous sont familiers, comme par exemple mollusque, un nom créé par Aristote lui-même, himself, et qui est encore usuel aujourd'hui, bien qu'il n'ait pas exactement la même définition. Et d'autres qui vous seront très certainement inconnus. Par exemple, les xanthomes. Vous connaissez? Non? Par contre, je suis sûr que vous connaissez le nom des scientifiques qui étudient les insectes, n'est-ce pas? Les entomologistes. Et effectivement, ça vient de là. En fait, en grec, entom signifie en segment, en section. Et si on le traduit en latin, ça donne insecte. Insecte, section, sectionné, secteur, sécateur. Tout est lié. C'est quand même assez fou de se dire que l'on utilise encore aujourd'hui des mots inventés il y a plus de 2000 ans par le gars qui a instruit Alexandre le Grand. Bref, si certains noms créés par Aristote ont perduré dans le temps, eh bien il en va de même pour sa classification, bien que celle-ci sera plus ou moins revue à l'aube du millénaire par un érudit romain du nom de Pline l'Ancien. Son système de classification perdurera à travers les siècles et restera une référence jusqu'au, tenez-vous bien,
au XVIIIe siècle, quasiment 2000 ans. Nous voilà au XVIIIe siècle. Non, attendez. En fait, pas tout de suite. Avant que j'oublie, je dois vous dire que durant le Moyen-Âge, l'Église a elle aussi participé à l'élaboration de la classification. Ou disons plutôt qu'elle s'est accaparée du concept et s'est permis quelques petites modifications, et qu'elle a réalisé sa propre interprétation de l'évolution, la fameuse Scala Naturae. Tout en bas, sous terre, autrement dit sous les minéraux, elle a ajouté les enfers, le royaume de Satan. Et tout en haut, au sommet de l'évolution, au-dessus de l'homme, les anges. Et encore au-dessus, l'être suprême, la perfection pure, Dieu. Alléluia! Bon, trêve de plaisanterie, et faisons d'abord un petit détour botanique par le XVIIe. Car si le règne animal n'a pas particulièrement attiré l'attention des scientifiques du moment, ce ne fut pas le cas de l'autre branche du vivant, le règne végétal. Oui, parce que je suppose que tout au long du Moyen-Âge, les animaux, oui, on les aimait bien, mais surtout dans l'assiette, enfin, si possible. Or, les plantes, en plus de nous nourrir, ont une autre utilité. Elles soignent. Et j'imagine que c'est certainement cela qui a mené les scientifiques d'alors à les classer et les étudier. Mais une chose est sûre, à cette époque, on estimait les animaux beaucoup moins nombreux que les plantes, et surtout bien plus facilement identifiables. Donc le besoin de les classer était moindre, alors que les plantes, elles, sont beaucoup plus nombreuses, bien plus diversifiées. Et pour les différencier, il fallait absolument les classer. D'autant plus que certaines sont très utiles, et d'autres beaucoup moins, voire même toxiques. Une classification s'imposait. Depuis Théophraste, l'élève de Aristote, certains érudits se sont penchés sur la question de la classification, et notamment sur la classification de la végétation, à l'instar de l'italien André Cézalpin, qui, en 1583, rédige un pavé de 680 pages, De Plantis Libris 16, énumérant pas loin des 1500 espèces qu'il tente de classer, mais toujours en suivant les préceptes de Théophraste. Des trucs vieux de 1000 ans, que dis-je, de 2000 ans. Bref, il propose un nouveau système de classification des plantes, non pas basé sur leurs propriétés médicinales, comme c'était chose courante à cette époque, mais sur leur structure, leur morphologie, et en particulier en étudiant les fruits et les graines. Malgré un classement alphabétique, on passe ici à une classification réellement scientifique. Et Cézalpin apporte aussi une contribution significative à la systématique. Par ailleurs, c'est à lui que nous devons les premiers termes employés dans la taxonomie, comme le genre, la classe, termes qui plus tard, au XXe siècle, entreront dans la nomenclature comme des rangs taxonomiques. Du reste, si vous voulez le lire, il est accessible en ligne, gratuitement. Enfin, faut quand même savoir lire le latin. Mais bon, c'est vous qui voyez. Une centaine d'années plus tard, nous avons Joseph Piton de Tournefort. Tournefort est un brillant botaniste français à qui, en 1683, l'on confie la chaire de botanique du Jardin des Plantes, à Paris, la grande classe. Au cours de ses travaux, Tournefort fait à son tour avancer la classification d'un grand pas, toujours en botanique, et ce, en s'appuyant sur les caractères des plantes, et en particulier des fruits, mais aussi des fleurs. Dans son ouvrage « Éléments de botanique », paru en 1694, Tournefort divise le règne végétal en plus de 6000 espèces, regroupées en 700 genres, et eux-mêmes regroupés en pas moins de 22 classes.
Notez qu'il reprend ici les termes taxonomiques introduits par ces alpins une centaine d'années plus tôt, et qu'il s'agit toujours de botanique. Parce que question zoologie, eh bien, c'est pas folichon. À part un certain Charles Bonnet. Charles Bonnet, lui, est un naturaliste genevois qui, dès l'adolescence, est passionné par les insectes. Ce qui plus tard l'amène à étudier la reproduction des pucerons. Et plus exactement, la parthogénèse chez les pucerons. Une idée assez saugrenue, me direz-vous, mais qui lui vaudra d'être nommé correspondant de l'Académie des sciences de Paris. Même que Wikipédia nous dit qu'il obtient 11 générations successives de pucerons sans la moindre fécondation. Bon, il s'intéresse aussi à d'autres trucs, comme la respiration des chenilles, des papillons. Il est du reste parmi les premiers à comprendre que les insectes respirent par le stigmate. Et plus fort encore, il est aussi parmi les premiers à parler d'évolution dans un contexte biologique. Bref, un gars hyper curieux et opiniâtre qui a commencé par étudier les pucerons et qui finira admis comme membre de la prestigieuse Royal Society londonienne en 1743. Élu membre étranger de l'Académie royale des sciences de Suède en 1753 et membre étranger de l'Académie royale des sciences et des lettres du Danemark en 1769. Quoi qu'il en soit, entre 1764 et 1765, Charles Bonnet publie son ouvrage Contemplation de la nature. Contemplation de la nature dans lequel il expose la théorie selon laquelle tous les êtres de la nature forment une échelle graduelle allant du plus bas au plus haut dans la continuité. Et si l'on regarde de plus près, on s'aperçoit rapidement la similitude avec la classification d'Aristote. Il a certes ajouté pas mal d'autres choses, comme l'orang-outan, le singe, les truffes et même les éléments, l'eau, l'air, le feu. On peut donc constater qu'ici encore plane l'ombre d'Aristote dans sa vision ascendante vers la perfection, à savoir l'homme. Il y a encore du chemin à parcourir. Puis Linné est arrivé. Linné est arrivé. Cette fois-ci, nous y sommes pour de bon. Nous voilà au XVIIIe siècle, lorsque rentre en scène celui qui plus tard sera surnommé le père de la taxonomie, rien que ça, à savoir le naturaliste suédois Carl von Linné. Carl von Linné, né Carl Nilsson, puis Caroli Linnei ou Carl Linnaeus, prend le nom de Carl von Linné en 1762. Et ça, vous me direz, on s'en fout un peu. Néanmoins, je le précise car le nom qui apparaît sur ses ouvrages, comme ici sur son œuvre principale, à savoir Systema Naturae, système de la nature, ce n'est pas Carl Linné, mais Caroli Linnei, son nom latinisé, si je ne m'abuse. Bref, c'est lorsqu'il se fera anoblir qu'il prendra le nom qu'on lui connaît. Le reste, il faut croire que de se faire anoblir lui est monté un peu au citron. Car figurez-vous qu'il nommait ses assistants ses apôtres. Voilà qui donne le ton. Et il va jusqu'à dire dans son ouvrage Systema Naturae que Dieu a créé, Linné a organisé. C'est vous dire l'ego du bonhomme. Cela dit, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Enfin, ce qui appartient à Linné. Et pour le coup, le gars a accompli un travail considérable, impressionnant, qui, bien qu'ayant évolué depuis, a posé les bases de la taxonomie et de la nomenclature moderne. Ce travail, entre autres, c'est son œuvre majeure, Systema Naturae. Une œuvre qui connaîtra pas moins de 10 éditions entre 1735 et 1758. Linné est un dingue de la classification. Il devait peut-être être un peu maniaque sur les bords.
Toujours est-il que dans son œuvre que l'on peut tout de même qualifier de magistrale, il introduit le principe de nomenclature binominale. Le système a 2 rangs taxonomiques, a 2 noms pour désigner les espèces, et que j'utilise à tout bout de champ dans les épisodes. Le premier nom indiquant le genre, par exemple Homo, et le second, l'épithète Sapiens, l'ensemble donnant le nom d'espèce, Homo sapiens. Ce qui permet d'éviter les éventuelles confusions liées aux appellations courantes, les appellations vernaculaires. Au passage, notez que c'est Carl von Linné qui a inventé le nom Homo sapiens, l'homme sage. Entendez par là l'homme intelligent. Ouais, il faut le dire vite, hein. Effectivement, il y a de quoi en douter. Mais bref, il a surtout nommé des taxons. Comme nous l'avons vu avec les dinosaures, sur notre arbre phylogénétique, nous avons vu que la branche Dinosauria, le clade Dinosauria, engendre 2 autres clades, les ornithischiens et les saurischiens, qui eux-mêmes engendrent à leur tour d'autres clades. Bref, ça fait beaucoup de clades tout ça. Et pour le coup, ici, tous sont des taxons. Il faut donc les différencier, ces taxons, les classer. Et c'est ici que la taxonomie entre en jeu. Nous avons vu que ces Alpins, au XVIIe siècle, avaient créé les rangs taxonomiques genre, classe. Eh bien, Linné pousse encore plus loin et invente de nouveaux rangs taxonomiques intermédiaires, comme l'ordre par exemple. C'est ainsi que commence à se dessiner la taxonomie que nous connaissons aujourd'hui. En fait, comme il se plaisait à le dire, il organise les êtres vivants, végétaux comme animaux, dans une hiérarchie de groupes emboîtés les uns dans les autres, les rangs taxonomiques. Domaine, règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre et espèce. Une classification relativement solide pour classer les êtres vivants, qui perdure encore aujourd'hui dans la biologie moderne. Ceci étant, la recherche ayant avancé et les nouvelles découvertes étant pléthore, depuis d'autres taxons intermédiaires ont été ajoutées, des sous-classes, des infraordres, etc. Quoi qu'il en soit, depuis Aristote jusqu'à nos jours, nous pouvons remercier toutes ces générations de chercheurs qui ont su mettre de l'ordre dans ce monde buissonnant qu'est le monde du vivant. Voilà donc pour les prémices de la classification. Cependant, d'autres grands scientifiques apporteront leur pierre à l'édifice, comme Georges-Louis Leclerc de Buffon, administrateur du Jardin royal des plantes, qu'il transformera en un lieu de recherche et qui publiera entre 1749 et 1789 son Histoire naturelle générale et particulière avec description du cabinet du roi. Une œuvre en pas moins de 36 volumes, et qui après sa mort sera complétée de 8 autres volumes, le tout traduit en plusieurs langues à travers toute l'Europe. Il y a eu aussi le célèbre Jean-Baptiste de Lamarck, qui avec sa non moins célèbre théorie du transformisme, avancera que les êtres vivants apparaissent par évolution naturelle. Puis viendra Jussieu, Cuvier, Darwin, Haeckel, et bien d'autres encore. Et ce jusqu'à aujourd'hui, et les nouvelles technologies de phylogénie moléculaire, voire même des phylogénies composites mélangeant caractères morphologiques et moléculaires. Mais ça, ne me demandez pas comment ça fonctionne. Voilà, j'espère que ce long épisode, plus historique et rébarbatif que purement paléontologique, vous aura plu. En tout cas, merci à François-Louis Pélissier, FL Reptile, pour son aide à l'écriture. Ça n'a pas été sans mal. Et comme toujours, merci à tous ceux qui m'aident et qui me soutiennent. Likez, commentez, partagez. Et si vous vous sentez d'âme généreuse, vous connaissez Tipeee. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.